Alors, alors, cette année, le cours, il fait qu'une heure. Nous, on avait 4 heures et l'année dernière, c'était censé faire 3 heures. Mais là, vous avez donc qu'une heure, donc le cours va être bien raccourci. C'est pour ça qu'on ne va pas se perdre dans les détails, on va faire vraiment les grandes idées. Ensuite, vous allez voir l'aspect un peu législatif du médicament, avec les structures et les régulations du médicament et la définition, description et statut des médicaments. Vous allez voir les procédures d'obtention de l'AMM des médicaments, tout ce qui est la législation, etc. Donc ça, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais après, vous allez voir l'aspect clinique des médicaments, donc le déroulement des essais cliniques. Ça, c'est intéressant. C'est un cours où je vous conseille d'assister puisque déjà, c'est un cours qui est pas facile et en plus, il change chaque année. Et le professeur insiste vraiment sur ce qui tombe au concours. Donc, moi, je vous conseille d'assister au cours sur les essais cliniques. Ensuite, vous avez le cours sur les cibles et les mécanismes d'action. Donc ça, c'est en fait le mode d'action des médicaments. Vous allez voir comment chaque molécule se fixe sur son récepteur et active une cascade. Il va avoir des effets cliniques sur le médicament. Donc, quelle protéine va être activée, qu'est-ce que ça va activer, quelle kinase, etc. Donc ça, c'est un cours très intéressant. Ensuite, là, vous avez un peu tout ce qui... Donc, il y a le cours sur les prescriptions, qui est un cours important aussi. Et vous avez enfin tout ce qui est pharmacovigilance, iatrogénèse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La iatrogénèse, en fait, c'est l'ensemble des effets indésirables qui peuvent être provoqués par des médicaments. Donc voilà, donc vous avez vraiment une matière qui s'articule autour du cycle de vie du médicament. Donc voilà, une matière que je pense, bon, vous voyez qu'elle est plutôt light, vous n'avez pas non plus énormément de cours. Genre ça n'a rien à voir avec votre planning du E3 ou du E1. Donc une matière plutôt light, vous voyez, un peu légère. Mais très intéressante. Moi, je trouve qu'elle est, franchement, ça y est, vous rentrez un peu dans les matières médicales, donc ça, c'est bien. Elle est surtout à maîtriser pour ceux qui veulent aller en pharma, puisqu'elle est COEF5 pour les pharmas. Bon, pour les médecines et kiné, dentaire, sage-femme, c'est quand même COEF3, donc c'est pas négligeable, surtout que c'est pas une matière difficile, honnêtement, elle est plutôt facile, elle est intéressante, elle prend pas énormément de temps, mais franchement, passez du temps, bossez-la bien, parce que si vous la bossez bien, que vous prenez le temps de maîtriser les cours, vous faites des annales, et il n'y a pas de raison de ne pas avoir 17 ou 18 au concours. Vraiment, ce n'est pas une matière difficile, donc maîtrisez-la parce que c'est vraiment des points de gagner. Voilà. Donc, pour les cours où je vous conseille d'aller, moi, je vous conseille d'aller vraiment aux cours sur les essais cliniques et peut-être les cours sur devenir du médicament qui sont, donc, qui sont faits par le même professeur. Sinon, je ne pense pas que le reste soit vraiment nécessaire. Après, je ne sais pas si vous avez des questions pour l'organisation de cette matière. Vous me dites dans le chat ou quoi. Je crois qu'il n'y a pas de message, je ne vois pas de message là. Bon. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va passer directement au cours. Comme je vous dis, je ne vais pas faire. On va avoir les grandes idées du cours, on va s'intéresser surtout à la première partie. Et si on a le temps, on fera un peu quelques annales pour que vous voyez un peu le type de questions qui tombent. Alors, ça, c'est un cours un peu original parce qu'on va vous parler de l'histoire du médicament. On va parler de, on va aller très loin, on va passer de 4000 ans avant Jésus-Christ avec la première pharmacopée. Ensuite, on va vous parler du médicament au niveau du Moyen Âge, pendant la période scientifique, etc. En fait, le cours il s'articule sur 4 étapes. Dans la première étape, on va vous parler du lien entre la religion et la médecine. Vous allez voir qu'au début, puisqu'on n'avait pas de connaissances de physiologie et d'anatomie, la religion et la magie vont être beaucoup liées à la médecine. Pendant très longtemps, la religion faisait partie des traitements. Ensuite, dans la deuxième partie, on verra la période philosophique. C'est la période durant laquelle les philosophes sont beaucoup intéressés à la médecine. Et là, dans cette période-là, on va se détacher des croyances religieuses, de la magie. On va pratiquer une médecine qui est beaucoup plus scientifique. Ensuite, dans la troisième étape, ça va être la période expérimentale. Donc là, ça va être du Moyen Âge au XVIIe siècle. Et ça, c'est une période très importante parce que pendant la période expérimentale, c'est là, donc, c'est une période très importante pour la pharmacie puisque la profession d'apothicaire va se séparer de celle de l'épicier. Donc ça, c'est une période très importante qui tombe beaucoup au concours. Et enfin, il y a la quatrième étape, c'est la période scientifique, donc du XVIIIe siècle à aujourd'hui, mais ça, on ne va pas trop la traiter parce que ce n'est pas une partie qui tombe beaucoup. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions déjà pour commencer, non? Bon.
Alors, pour l'introduction, alors, dans cette intro, en fait, on va vous dire que euh, l'homme a toujours préparé des médicaments. Donc ça, on le sait parce qu'on a retrouvé de très anciens textes, notamment la première pharmacopée chinoise qui date de 4000 ans avant Jésus-Christ. Une pharmacopée, je ne sais pas si vous savez, une pharmacopée, c'est un ouvrage qui décrit les matières premières nécessaires à la fabrication des médicaments, ainsi que le moyen de les fabriquer. Donc on a des recettes dans des pharmacopées. Donc en fait, aujourd'hui, une pharmacopée, c'est le recueil des pharmaciens. Donc les pharmaciens ils ont une pharmacopée avec la liste de l'ensemble des médicaments commercialisés, la composition, les effets, etc. Et donc on a retrouvé une pharmacopée qui date de 4000 ans avant Jésus-Christ, donc la pharmacopée chinoise, qui est la plus ancienne. Donc vous voyez que depuis toujours, on a fabriqué des médicaments. Alors, la fabrication des médicaments, alors juste un petit point qui est important, il n'existe pas de pharmacopée mondiale, d'accord? Chaque pays a ses pharmacopées. Ça c'est un point qui tombe beaucoup au concours. La pharmacopée, elle a évolué tout au long des siècles, elle s'est modifiée et chaque pays a sa pharmacopée. Parce que vous vous doutez bien que certains médicaments sont autorisés par exemple en Chine et sont interdits à la commercialisation en France. Donc, on n'a pas la même pharmacopée. Donc, il n'existe pas de pharmacopée mondiale. Alors, la préparation des médicaments, elle était d'abord empirique. On vous le met ici. Empirique, ça veut dire quoi? Donc, on vous le met là, intuition spontanée. En fait, empirique, ça veut dire instinctif, d'accord? Qui ne s'appuie que sur l'expérience. D'accord? Donc, à l'époque, les hommes observaient le comportement de l'animal pour se soigner, d'accord? Puisqu'on n'avait pas vraiment de connaissances d'anatomie, puisque la dissection euh, des humains était interdite, on n'avait pas de connaissances de physiologie, donc on n'avait pas une médecine très scientifique, d'accord? Donc, au début, la médecine et la pharmacie marchaient ensemble. C'est ce qu'on vous met. La médecine et la pharmacie étaient liées. On ne faisait pas la distinction entre un médecin et un pharmacien. C'était les mêmes personnes qui faisaient le diagnostic et qui préparaient les médicaments. Et comme je vous dis, pendant très longtemps, la religion faisait partie du traitement. Donc, pour soigner les malades, on avait recours à la religion, à la magie, on invoquait les forces spirituelles. Vous avez toute une partie sur ça où on vous décrit, enfin, on vous parle de cette partie-là. C'est où? Un peu plus loin. Voilà, on vous dit qu'on invoquait les divinités, euh, voilà, que sorciers, prêtres, guérisseurs, devins ont le pouvoir de guérison, qui paraît surnaturel. Voilà, donc vous doutez bien. Voilà, qu'est-ce qu'on vous met? Quelle est l'origine de la maladie? Pourquoi? Attaque de mauvais esprits pour se venger ou pour nuire. Il y a aussi la possession, l'offense des ancêtres, pratique magie, donc violation des tabous. Donc voilà, donc vous avez bien compris que la santé et la religion étaient indissociables. Donc les prêtres et les guérisseurs étaient une seule et même personne. Voilà, donc ça, vous avez compris. Ensuite, donc là, on vous parle des deux ouvrages très importants. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La pharmacopée chinoise, qui date de 4000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez des points d'interrogation, mais c'est ça, 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous avez la pharmacopée chinoise et la pharmacopée de Sumer. Donc, et la pharmacopée de Sumer, c'est 3000 avant Jésus-Christ, donc c'est un peu après. Alors, ce qui est important entre ces deux pharmacopées, c'est que dans la pharmacopée chinoise, on retrouve des pratiques, donc, comme je vous disais, de magie, d'exorcisme, de sorcellerie, les pratiques oraculaires. On vous en parle ici. On vous développe ça avec la médecine chinoise. On vous dit inscription oraculaire, non, non, non. Voilà. Donc, pratique populaire, magie, sorcellerie, chamanisme. Voilà. Alors que dans la pharmacopée de Sumer, on ne retrouve pas de référence à la magie, d'accord, ou à la religion, ce qui la rend très innovante. Donc, si un truc à retenir, c'est ça. Dans la pharmacopée chinoise, on a encore la notion de magie, alors que dans la pharmacopée de Sumer, non, ce qui la rend très innovante. Voilà. Donc, c'est les deux pharmacopées, les deux anciennes pharmacopées un peu importantes. Bon, après, voilà, on vous dit que dans la pharmacopée chinoise, on nous décrit comment choisir, récolter, utiliser les plantes. Euh, on a les modes d'utilisation. Et dans la pharmacopée de Sumer, on vous dit qu'on a une description d'une douzaine de remèdes, mais sans notion de magie, ça je vous l'ai dit. Donc voilà. Bon, après, je vous laisserai lire un peu les détails. On voit dans la pharmacopée de Sumer aussi, on a des recettes, on vous parle de décoction, d'onguents. Euh, et bon, ça c'est description des savants. Ça.
C'est ce que je vous disais, c'est un ouvrage décrivant les matières premières nécessaires à la fabrication des médicaments ainsi que l'art de les fabriquer. Bon, ça, on va passer et on va aller directement à la période philosophique. Donc là, on a vu un peu la première période où la médecine et la religion étaient liées. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape, la période philosophique. Alors ça, c'est la période qui tombe toujours au concours. Genre, vous voyez, j'ai mis annales, parce que c'est vraiment... Moi, je mettais toujours ça sur mes cours pour accentuer... quand je relisais mes cours, au moins, je passais du temps sur ce qui était important. Et là, vraiment, cette période philosophique, il faut la maîtriser à fond. C'est que ça qui tombe pratiquement. Alors, pour la période philosophique, donc, je vous ai dit, donc, là, on est dans une période vont intéresser la médecine comme Aristote, Hippocrate, Galien, tout ça. Et là, on va avoir une médecine plus scientifique. On va se détacher complètement des croyances religieuses, de la magie, tout ça, et on va avoir une approche logique, une approche méthodique, rigoureuse de la médecine. Alors, on vous parle d'abord d'Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je vous disais, il développe une approche logique de description des symptômes. C'est une approche méthodique, rigoureuse, scientifique de la médecine. Donc, ça y est, on s'éloigne enfin de la méthode religieuse et empirique de la médecine. Il se base du coup sur l'observation des symptômes. Et ce qui est important, c'est qu'il il va disséquer de nombreux animaux pour aboutir à l'anatomie comparée. Donc ça, c'est important. On vous le met où? Voilà, ici. Il a disséqué de nombreux animaux pour aboutir à une anatomie comparée. Galien aussi va faire cela. Donc c'est pour ça qu'ils étaient forts en anatomie. Ça, c'est important. Donc, ça à retenir pour Aristote. Ensuite, Hippocrate, très important. Donc lui, on vous dit qu'il appartenait à l'illustre famille des Asclépiades, qui sont des prêtres médecins. Alors Hippocrate, il était médecin et pharmacien, et lui, pareil, il veut se détacher des croyances et du sacré. Il a également participé à la création des écoles de médecine. Donc ça, vous connaissez tous Hippocrate. La médecine et la philosophie d'Hippocrate, c'est très important, s'apparente à l'hypothèse des philosophes naturalistes. Alors ça, c'est un truc qui tombe tout le temps. Et en fait, on vous dit que il va relier les 4 éléments fondamentaux, donc feu, eau, terre, air, qui sont en correspondance avec 4 caractères du corps humain, chaud, froid, sec, humide. Alors ça, cette phrase-là, elle tombe tout le temps. Donc Hippocrate, il va mettre en correspondance en fait les 4 éléments fondamentaux aux 4 caractères du corps humain. C'est un truc qui tombe tout le temps. Et ce qui est important aussi, c'est que Galien, vous allez voir après, il va reprendre cette théorie. Il va reprendre la théorie d'Hippocrate. Voilà, bon. Après, Hippocrate, il a défini également l'éthique médicale, ça, vous savez, les règles de conduite du médecin, le serment d'Hippocrate, ça, vous le savez, c'est important. Quoi d'autre qui est important? Bon, après, je pense qu'on a vu. Ah, ça, c'est très important, ouais. Hippocrate, c'est le premier, ça, c'est un truc aussi qui tombe tout le temps. C'est le premier à distinguer usage interne et usage externe. Voilà. Ça, c'est important. Bon, et après, c'est tout. Ah oui, et aussi, il est le premier à confier la conception des remèdes à des préparateurs. Ça aussi, c'est une grande nouveauté parce que je vous ai dit qu'à l'époque, médecins et pharmaciens étaient une seule et même personne. Donc ça, c'est un peu les points clés à retenir pour Hippocrate. Ensuite, Galien. Donc, Galien, c'était un médecin. Donc, on vous dit qu'il vécut à Rome. Et il fut l'auteur de très nombreux ouvrages sur la préparation des médicaments. Vous avez tous entendu parler de la pharmacie galénique. Donc, c'est lui qui est à l'origine de ça. Donc, la pharmacie galénique, c'est la science de la préparation des médicaments. Donc, Galien, il a enseigné la notion d'excipient. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un excipient, c'est tout ce qui n'est pas la molécule active. Donc, une substance active, quand on l'administre, on ne peut pas l'administrer telle qu'elle. On doit, par exemple, dans une gélule, on n'a pas uniquement la substance active. On a la substance active, mais on a aussi des diluants, des conservateurs antimicrobiens, etc. Parce que pour que la molécule elle puisse être bien distribuée dans le corps, il faut lui donner ce qu'on appelle des excipients, des véhicules. Donc voilà. Donc c'est Galien qui est à l'origine de ça. Et on vous dit aussi qu'il a inventé ou il a amélioré de nombreuses formes pharmaceutiques, les pilules, les pommades, et il me semble aussi l'emplâtre. Ouais, c'est bon, c'est là. Donc voilà, donc ça c'est important, tout ça. Bon. Après quoi d'autre? Et ce que je vous disais, Galien, il est très compétent en anatomie, puisqu'il faisait comme Aristote, il a disséqué des animaux. Donc voilà. Donc je pense que là, on a vu les points importants pour Galien.
Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais regarder dans le chat s'il n'y a pas de questions. Non, ok. Si je vais un peu vite ou quoi, vous me dites. Alors, ça c'est important. Galien, on vous dit qu'il est dans la continuité d'Hippocrate, c'est ce que je vous dis. Il a repris la théorie des humeurs d'Hippocrate, où on dit tout à l'heure que Hippocrate avait attribué les 4 éléments aux 4 qualités du corps humain. Galien, c'est un peu pareil, il va suivre cette continuité. Et en fait, donc c'est ça, il va attribuer aussi 4 tempéraments sanguins. Attendez, ce qu'on vous dit là. Donc en plus, action sur les 4 humeurs. Donc voilà, les 4 éléments combinés aux 4 qualités physiques. Et en plus, action sur les 4 humeurs, on vous dit le sang, la bile, la pituite, l'atrabile. Voilà, bon, c'est un truc. Enfin, il faut juste retenir que Galien est dans la continuité d'Hippocrate. C'est un truc aussi qui tombe beaucoup. Ça, on l'a vu, la définition d'excipient. Et là, on vous donne quelques excipients. Le lactose, qui est un diluant. Bon, ça, vous allez revoir tout ça en SP13 pour ceux qui font SP13, les antioxydants, les conservateurs antimicrobiens. Voilà. Dioscoride, ça c'est un truc, ça tombe tout le temps. Alors, qu'est-ce qui est important à retenir pour Dioscoride? Bon, c'est le père de la pharmacognosie, c'est-à-dire la pharmacognosie, c'est l'étude des drogues, des plantes et actions sur les pathologies. Mais en fait, ce qui est surtout important à retenir, c'est qu'il a écrit l'ouvrage Materia Medica, d'accord? C'est un truc qui tombe tout le temps. Quand on vous dit, il donna la liste des plantes usuelles et les moyens de les conserver dans cet ouvrage-là. Mais toutes les années au concours, on vous dit un coup, Hippocrate a écrit le Materia Medica, Galien a écrit le Materia Medica. C'est faux, c'est Dioscoride. Chaque année, ça tombe. Et en fait, il ne faut pas vous mélanger les ouvrages parce que Dioscoride, il a écrit le Materia Medica, mais vous allez voir après qu'il y a plein d'autres ouvrages. Il ne faut pas vous mélanger, peut-être faire une petite fiche après quand le cours sortira. Mais voilà. Par exemple, il y a aussi après, on va avoir un ouvrage sur la nutrition parentérale et tout. Enfin, il y a plein d'ouvrages différents ce cours, donc voilà, il ne faut pas se les mélanger. Donc, c'est bien Dioscoride qui a écrit le Materia Medica. Ensuite, Mithridate. Alors, Mithridate, c'est qui? En fait, c'était un tyran d'Asie mineure. Donc, c'était un peu un psychopathe qui a habitué son organisme à des doses croissantes de poison. Donc, voilà, c'était un tyran qui, tous les jours, s'administrait une dose croissante de poison pour habituer son organisme à résister au poison. Donc, voilà. C'est un peu tout ce qu'il y a à retenir de lui. Mais du coup, le fait d'habituer son organisme à un poison, ça s'appelle la mithridatisation, du coup, en référence à lui. Donc, voilà. Donc, conséquence de ça, donc en fait, on a fabriqué ce qui s'appelle la thériaque. La thériaque, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est né alors ça, il faut le retenir, c'est né au 1er siècle avant Jésus-Christ. En fait, c'est quoi? En fait, au départ, on a mis en place les thériaques pour lutter contre les poisons. Donc, en fait, par exemple, on va vous mettre après la composition de la thériaque. On mettait, bon, c'est un peu dégueulasse, il n'y a que des trucs style la chair de vipère, des glandes de castor et tout. Et à la base, on pensait que ça permettait c'était un antidote contre les poisons. On se disait, si on donne de la chair de vipère, ça va être un antidote au venin de vipère. Bon, on réfléchissait comme ça, on cherchait pas très loin. Mais du coup, vous doutez aussi important qu'aujourd'hui, on ne se sert plus de la thériaque, hein, c'est fini. Jusqu'au codex. Codex, c'est un peu comme une pharmacopée. On se servait de la thériaque jusqu'au codex 1884. Aujourd'hui, c'est fini. Je vous le dis parce que c'est évident, mais c'est un truc qui tombe au concours. Donc voilà. Donc la thériaque, c'est un concept qui est né au 1er siècle avant Jésus-Christ. On vous dit que c'est un électuaire. Un électuaire, c'est un médicament de consistance molle. Et important aussi, la thériaque, ça s'administrait par voie orale. Hein. C'était une genre de pâte qu'on mangeait. Et ça, c'était pas par voie, je sais pas, cutanée ou quoi. Non, c'était par voie orale. Et il fallait en plus laisser les composants très longtemps. Enfin, on laissait les composants très longtemps avant de les consommer. Donc, vous doutez que c'est dégueulasse. Genre, mettez, voilà, ce qu'on vous met là, conservation longue, quelques années avant consommation. Donc, voilà, les thériaques n'étaient jamais consommés instantanément. Donc, on mélangeait tout ça, on laissait reposer. Quelques années plus tard, on devait le manger. Donc, super. Donc, voilà, donc un médicament administré par voie orale. Ça, c'est important aussi de retenir. La thériaque, ça tombe vraiment chaque année. Hein. C'est composé de nombreuses substances dures pulvérisées. Attention, donc c'est des substances dures pulvérisées, donc entre guillemets,
des poudres. Parce qu'on vous dit, par exemple, en anal, des substances dures laissées entières, c'est faux. Donc, c'est un médicament administré par voie orale, donc c'est mélangé de poudre en suspension avec des produits liquides ou semi-solides, donc vin, sirop, miel, résine. Et au départ, c'était utilisé pour la lutte contre les poisons. Et à la fin, on en concluait que c'était un remède universel. Donc au début, c'était pour lutter contre les poisons, et à la fin, on le prenait pour tout. On pensait que c'était un médicament qui permettait absolument de guérir tout et n'importe quoi. Donc il n'y a pas une seule thériaque, mais une multitude. Pareil, on n'avait pas la même thériaque dans tous les pays, et elle a évolué au cours des siècles. Ça a été vraiment le pilier de la pharmacie pendant près de 20 siècles. Voilà. Donc là, ce que je vous ai dit, dans des endroits différents en France ou dans d'autres pays, on aura des thériaques différentes. Donc voilà. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la thériaque, on s'en est servi jusqu'au Codex 1884 en France avec 52 composants. Donc là, et maintenant, c'est fini. On n'a plus de thériaque dans la pharmacopée actuelle. Hein. C'est fini. Voilà. Et là, vous avez la composition de la thériaque. Alors, c'est chiant, mais il faut l'apprendre normalement. Ça tombe au concours, on vous met des composants et on vous dit si ça fait partie de la thériaque ou pas. Ce qui tombe beaucoup, c'est le vin et le miel. Voilà, donc retenez, vipère, c'est important, vin, miel, et enfin voilà. Essayez de retenir un petit peu. Alors après, voilà, on va passer dans la période expérimentale. Donc la période du Moyen-Âge, c'est une période assez importante. Déjà, vous n'avez pas de questions, hein, je vais regarder dans le chat parce que on ne sait jamais. Non, ok. Donc c'est une période qui est assez importante, le Moyen-Âge, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la profession d'apothicaire s'individualise. Ça, c'est important. On va séparer les apothicaires des... comment ça s'appelle? Où on vend les épices, des épiciers. Donc, on va séparer l'apothicaire des épiciers. Parce qu'avant, c'était une seule et même personne. Vous achetiez du curry et vous achetiez du poison, de l'arsenic, n'importe quoi. Vous achetiez vraiment tout au même endroit. Donc, des épices et des médicaments. Et c'est là, et en fait, au Moyen-Âge, en 1258, c'est une date très importante à retenir, on va avoir l'individualisation de la profession d'apothicaire et de l'épicier. Donc ça y est, on va séparer les deux et on va donner l'exclusivité de la préparation des médicaments aux apothicaires. Donc ça, c'est important. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, c'est ce que je vous ai dit, constitution de la profession d'apothicaire avec la formation dans les unités, dans les universités et écoles de médecine. Alors, en plus, il faut retenir, pour la profession d'apothicaire, c'est une formation qui va durer 10 ans. Donc, c'est assez long. Il y avait déjà des longues études à l'époque. Voilà, ça, on va vous le dire après, je pense. Et ensuite, donc, dans cette période-là, on va avoir deux influences importantes. Ah, voilà, c'est ici. L'influence arabe et l'influence des moines. Vous allez voir. Bon, alors, on va vous parler d'Avicenne. Avicenne, bon, ça, c'est important. Avicenne, même si ça ne tombe pas beaucoup au concours, Avicenne, c'est un médecin, philosophe, mathématicien perse, et c'est de lui que vient l'universalité des connaissances. Et bon, il a mis en évidence des relations entre le psychisme et les affections physiques. Et c'est lui qui a perçu la nature contagieuse de la tuberculose. Il a étudié des maladies dermatologiques. Ouais, c'est ça. Il a étudié des maladies dermatologiques et vénériennes. Donc ça, c'est... Voilà, bon, il est quand même... il est très connu et tout. Il y a eu même des films. Enfin, voilà. Alors ça, Albucasis, il tombe toujours au concours. Donc ce qu'il faut retenir, c'est en fait, c'était un peu l'ancêtre, c'était le premier dentiste en quelque sorte. C'est un médecin qui a écrit justement, ça c'est important, le traité de chirurgie, euh, avec un chapitre notamment sur l'extraction dentaire. Donc c'est vraiment, entre guillemets, le premier chirurgien dentiste. Parce qu'avant, vous le mettez normalement, je pense. Ouais, c'est ça. Avant, quand vous avez une rage de dents, qu'il fallait vous l'arracher, on allait chez le barbier. Et on vous met. Donc, c'est le barbier qui arrachait les dents. Et on vous met, avec un peu de chance, il a arraché un os de la mâchoire. Donc, vous avez compris, à l'époque, voilà, on ne cherchait pas trop à comprendre. Mais justement, Albucasis, il a écrit euh, ce traité de chirurgie-là. Donc, c'est très important, avec un chapitre sur l'extraction dentaire. Voilà, et on vous dit qu'il a mis en place aussi des appareillages de consolidation dentaire, des prothèses.
Il a taillé des prothèses de dents dans des os de bœuf, tout ça. Donc ça, voilà, ça tombe tout le temps. C'est Al-Boucassis qui a écrit le traité de chirurgie sur l'extraction dentaire. Voilà. Donc Avenzoar, lui, il faut retenir, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de manuels, de traités à retenir. Il ne faut pas se mélanger qui a écrit quoi. Avenzoar, lui, il a écrit le manuel pratique des traitements et des régimes. Donc ça, lui, c'est tout ce qui est un peu... tout ce qui est nutrition externe. Ça a été en fait le premier à réaliser des essais de nutrition externe sur les humains atteints de dysphagie. Donc, dysphagie, c'est quand on a des difficultés à déglutir. Donc, il a pratiqué la nutrition externe. Il pratiquait donc des trachéotomies aussi. Et il a posé également des sondes œsophagiennes. Donc, pour l'époque, c'est assez exceptionnel. Donc voilà, retenez bien qu'il a écrit donc, le manuel pratique des traitements et des régimes. Voilà, l'influence monastique, on va un peu passer. Bon, en gros, les moines, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est ceux qui préparent des médicaments à partir des plantes, parce qu'en fait, les moines, c'est ceux qui étaient initiés à la botanique. Quand on vous le met là, ils savent reconnaître et cultiver les plantes médicinales dans les jardins près des monastères. Donc voilà, les premiers médecins, à la base, c'était des clercs. Donc voilà, et aussi les moines, attention, ils ont recopié les ouvrages de l'Antiquité. Donc eux, ils ont recopié les ouvrages de l'Antiquité, mais ils n'ont pas traduit. Parce que leur but, ce n'était pas forcément de diffuser les connaissances, c'était de les recopier pour les garder. Et donc, ils ont recopié les ouvrages de l'Antiquité, mais ils ne les ont pas traduits. Ça peut être un piège, peut être un petit piège. Ensuite, voilà, on va terminer avec ça, je pense, la profession. Donc, les apothicaires, donc c'est ce que je vous disais. Les apothicaires, c'est au XIIe siècle, en fait, le Moyen-Âge, c'est une période importante pour la profession, puisque c'est Louis IX, en 1258, qui va donner le statut officiel à cette profession, qui a l'exclusivité de la préparation et de la vente des médicaments. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La profession, elle est séparée des épiciers. Donc, je vous disais, à l'époque, on vendait des épices et des médicaments ensemble. Donc là, c'est très importante. Les études durent 10 ans, donc 4 ans. 4 ans d'apprentissage, c'est un maître apothicaire. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde dans le chat. Non, c'est bon. Non? Vous voulez qu'on fasse un peu des annales? J'avais préparé un petit peu quelques questions. Comme ça, vous Oui. voyez un petit peu. Vous voyez là? Est-ce que vous voyez les annales? Vous voyez des Ouais, ouais, QCM ou vous voyez encore le on cours? voit des QCM, genre comment Ok, Hippocrate, concernant ok. Hippocrate, pardon, Oh, bah, tout ça. nickel. Alors, je vous laisse 1 minute. Vous essayez de la faire? Bon, remarquez, on va le faire ensemble, je pense. Concernant Hippocrate, quelle est ou quelles sont la réponse exacte? Est un médecin de l'Antiquité. Pour vous, c'est vrai ou c'est faux? Ouais, Ouais, c'est vrai. non, ouais. Ouais, c'est vrai. Contrairement aux médecins de son époque, il se détache des croyances et de la notion de sacré. Oui, C'est vrai. Il est le premier à distinguer usage externe et usage ouais, interne. C'est ouais, ça? c'est vrai. Ouais. Après, c'est faux. AD, Ouais, c'est c'est faux. faux. Ouais, c'est faux, c'est Et Dioscoride. Dioscoride, ouais. Et il est à l'origine de l'éthique médicale. Ça, C'est je sais vrai. pas. C'est vrai, avec le serment d'Hippocrate, c'est Ah ouais, lui. ça aurait Donc, pu. voilà. Concernant la thériaque, quelle est ou quelles sont là où les réponses exactes? Est un remède avec une recette unique. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ouais, c'est faux. C'est un médicament administré par voie cutanée. Non, Non, faux, c'est voie oral. orale. C'est ça, c'est voie orale. Elle pouvait être composée de miel. Oui, Ouais, c'est vrai. Elle était constituée par des substances dures laissées entières. non, faux. C'est faux, Vaporisé. c'est pulvérisé, c'est ça, ouais. Voilà, Il existe encore une formule thériaque inscrite à la pharmacopée européenne. c'est faux. C'est faux.
Concernant Galien, quelles et où quelles sont là où les réponses exactes? Il reprend la théorie des humeurs d'Hippocrate. Oui. Ouais, c'est vrai. Il a écrit l'ouvrage Materia Medica. Faux. C'est faux, c'est Dioscoride. Il est à l'origine de l'éthique médicale. Faux. Faux. Il détermine les excipients nécessaires aux préparations. Ouais, vrai. Ça, c'est vrai. Il habitua progressivement son organisme à des doses de plus en plus importantes de poison. Non, non, c'est faux. Non, c'est pas lui, c'est Mithridate, ok. Concernant les apothicaires, quelles ou quelles sont là où les réponses exactes? Sont les ancêtres des pharmaciens. Oui. Ouais. Au Moyen Âge, la profession va se séparer de celle de l'épicier. Oui. Oui. La formation d'un apothicaire est de 2 ans. Ouf. C'est faux, Euh, c'est 10 ans? Ouais, c'est ça, 10 ans. Donc 4 ans, on vous dit, de stage, entre guillemets. C'est Louis IX, en 1258, qui donne le statut officiel à cette profession, qui a l'exclusivité de la profession et de la vente des médicaments. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, la phrase, il me semble qu'elle est juste, mais je ne suis pas sûr de 1258. Non, c'est ça, c'est 1258, ouais, c'est ça. Ah, ben, du coup, c'est juste. Ouais, c'est juste. La profession des apothicaires est liée à celle des épiciers à partir de 1258. non, c'est Du coup, non, séparé. c'est ça exactement. Concernant la thériaque, quelle est ou quelles sont là où les réponses exactes? C'est une préparation avec une composition unique. Faux. Faux, elle peut contenir du vin ou du miel. Vrai. Ouais, elle n'a existé qu'au début du Moyen Âge. Non, c'est faux. C'est faux, pendant près de 20 siècles. C'était une préparation administrée par voie orale. Oui. C'est vrai, elle a été au départ pour lutter contre les poisons. Totalement vrai. C'est ça, c'est vrai, exactement. Bah, vous êtes fort, hein? Bah, Bravo. après, voilà. Est-ce que vous avez des questions, qu'on reprenne un peu des points du cours? Ah, je vois qu'il y a un... Dans le chat, je vois qu'il y a un truc. Ah oui, ok, ça. Ok. Est-ce que vous avez des petites questions sur le cours? Vous voulez qu'on continue, qu'on voit des parties? Dites-moi. Mais tu penses, c'est quelle partie qui va sauter vu qu'il n'y a qu'1 heure? Bah, honnêtement, moi, j'essaie vraiment de faire euh, à fond les salles, je regarde un peu les parties qui restaient, quoi. Et donc, du coup, j'ai vraiment fait les parties. Vous avez vu, on a fait le cours, après, on a fait les annales, et c'est vraiment ce qu'on a fait qui est tombé. Je voulais vraiment cibler ce qui tombait pour que, voilà, pas me perdre dans les détails et qu'au final, le cours, il ne ressemble pas du tout à ça. Donc, je pense que ce qu'on a fait, c'est vraiment ce qui va rester, tu vois. Enfin, c'est ce qui tombait au concours, en tout cas. Tout le reste, vous avez vu que ça ne tombe pas trop. Parce que vous avez pu répondre à tout en ayant fait que 10 pages de cours sur 25. Ok, ouais, c'est le début et la fin, c'est pas Ouais, trop. c'est ça. Genre là, la fin, ça tombe pas trop. En fait, là, ce que vous voyez là, tout ça, fabrication des médicaments, tout ça, ça va être fait dans d'autres cours. Donc, je pense pas que ça va être traité. Après, on peut avoir une surprise, tu vois. Il peut d'un coup traiter des parties qu'il a jamais fait tomber, tu vois. Mais normalement, j'essaie vraiment de me concentrer sur les parties importantes. Tu vois, sur ce qui tombait. Ok, ça va, merci. Après, ce qui est important, en fait, je me suis arrêtée où c'était fin du cours, mais les parties importantes aussi, c'est tout ce qui est, là, la page je pense, je regarde un peu, donc de 18 à 20. Alors là, par exemple, cette date, 1777, elle tombe beaucoup aussi. Je n'ai pas mis en annale, mais elle est tombée 2 ou 3 fois. La création du collège de pharmacie, c'est un truc, tu vois, qui tombait beaucoup par Louis XVI, tu vois, c'est une date importante, par exemple. Après, la partie euh, avec Henri III, le Codex royal aussi, tu vois, c'est 2, 3 dates qui tombent. Mais sinon, j'ai vraiment essayé de traiter les parties. Voilà. Et Charles VIII, voilà, c'est les 3 trucs qui tombaient, à part ce que j'ai mis. Donc, les apothicaires dans chaque ville se voient confier des poids et mesures par Charles VIII. Voilà. Sinon, je pense que c'est tout. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sur le cours ou même sur l'organisation du 6 en général, hein. Ouais, non, moi, ce serait vraiment sur l'organisation. Genre, est-ce qu'on fait pareil que premier code ou est-ce qu'on peut un peu plus alléger? Genre, Euh, Ben, moi, je te dirais à peu près pareil. Enfin, je sais pas comment tu t'organises au premier quad, mais moi, j'ai pas changé d'organisation vraiment entre le premier et le second quad. Après,
Comme je disais, même si vous voyez que le planning il est light du E8, parce que j'ai dit E6, mais maintenant c'est vrai que ça s'appelle E8. Même si le Mhm. planning est light, vraiment, comme je vous dis, enfin, c'est dommage de laisser cette matière de côté parce que je vous dis que vraiment, si vous avez vu les annales, si vous la bossez bien, vous avez fait tout juste alors que vous n'avez pas vraiment appris le cours. Si vous la bossez bien, vous avez au moins 18 à cette matière, mais facilement. Donc, voilà, il ne faut pas laisser les petites matières comme ça. F3, en vérité, c'est pas négligeable. Je pense que c'est comme votre UE4, c'est à peu près comme la physio, tout ça. Donc, voilà, c'est pas. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, Ok. ouais, je vois. Mais en fait, je pense que ça va être plus allégé en mode Mais en fait, déjà, suivant les specs qu'on a, ben, il y a des fois où il n'y a pas cours du coup. oui, c'est ça. Mais en fait, ouais, c'est vrai. Mais quand même, les SP, c'est des grosses matières que tu devras bosser beaucoup. Donc, c'est vrai, heureusement que finalement, je sais pas, toi, tu vas faire sûrement SP11 et 12, je pense. C'est Non, vrai moi que je fais SP11 et 13. SP 11 et 13, ouais. Donc, quand tu auras l'aspect 14 et l'aspect 12, ben, du coup, c'est sûr que tu auras du temps de libre. Mais déjà, Voilà, comme c'est bien partagé, ben, il y a plein de jours où on n'a qu'un cours en fait dans la journée, donc il y aura plus de temps ouais, pour. c'est vrai. Mais bon, même d'ailleurs, le 8 là, je sais pas si vous savez, mais elle a été allégée, style nous, on avait 4 heures pour histoire du médicament, je sais pas si je vous l'ai dit, au lieu de 1 heure. Nous, on avait 4 heures. Structure et régulation, on avait 2 heures, là, il n'y a plus qu'1 heure. Définition d'inscription, on avait 4 heures, là, il n'y a plus que 2 heures. Tu vois, les cibles, on avait 4 heures, là, il y a 3 heures. Parce que vu que vous avez maintenant les SP et vous avez aussi la BioC au second quad, forcément, la BioC, ça prend beaucoup d'heures, donc on est obligé de vous enlever des heures sur le reste, tu vois. Mais, mais ouais, ce qui est bien en second quad, c'est que, comme tu dis, avec les SP, vous avez du temps libre. Quand c'est pas tes jours de spé, tu peux t'avancer ou as du temps pour réviser. Mais bon, ceci dit, les spé à bosser, ça prend du temps, quoi. Surtout la 11 et la 12. Donc, c'est pas plus mal d'avoir du temps de libre. Surtout que vous avez la bioté et tout. Vous avez d'autres questions? Dites-moi. Moi, j'aurais une question, Ouais. justement par rapport à ces cours de spé où on va, comment dire, ceux qui auront des spé qu'on n'a pas choisis, qui auront cours. Pendant ces périodes-là, c'est quoi qui est le mieux préconisé entre, je sais pas moi, avancer des cours ou reprendre des cours ou faire comme si, entre guillemets, on avait cours de spé et travailler les spé pour lesquels on travaille, quoi. Alors, si tu peux t'avancer, c'est sûr que c'est bien. Genre, si tu, par exemple, enfin, par exemple, l'aspect 12, c'est une très, très grosse matière. Donc, c'est sûr que si tu peux t'avancer, avoir toujours un peu d'avance, c'est bien. Mais après, tu peux alterner. Tu peux de temps en temps avancer, par exemple, la morpho ou la nat sp 12, et faire des révisions, tu vois. Pour moi, les deux, c'est pas incompatible. Ok, Ouais, ça roule, merci. de rien. Alors moi j'ai une question. Euh, Ouais. Parce que je sais pas du tout, hein. Peut-être que tout le monde le sait, mais moi je le sais pas. Si on veut faire dentaire médecine, il faut prendre quel spé? Alors, médecine, c'est 11 et 12. Et dentaire, c'est 12 et 13. Ok. Donc, du coup, soit tu te dis, je veux plus médecine, donc je fais 11 et 12, soit tu préfères dentaire, tu fais 12 et 13, soit tu te dis, je fais des 3 SP. Mais bon, 3 SP, c'est quand même, moi je trouve, enfin, je sais qu'il y en a qui font 3 SP, enfin, c'est possible hein, de faire 3 SP. Bon, moi j'avais fait un C'est peu beaucoup. 13, mais c'est beaucoup, genre, c'est beaucoup. Tu es obligé quand même, je pense, de te concentrer sur 2 SP et quand tu as du temps, faire la troisième. Mais je pense que faire 3 SP, en plus de la BioC, en plus de tout le reste, en plus de l'UE10, c'est une grosse matière. Moi, je trouve que c'est beaucoup 3 SP. Ouais, il y a 64. Et kiné, c'est quoi? Kiné, c'est 11 et 12 aussi. En fait, kiné et médecine, c'est Ah, les mêmes SP. Ouais. Donc, en travaillant 11 et 12, tu bosses à la fois le concours médecine et kiné. ah, ça tue. Ouais, Mhm. voilà. Ok, putain, il va falloir faire un choix. Et ouais. Vous avez d'autres questions? Dites-moi. Hein. Tant qu'à faire, profitez. Là, j'en ai pas qui me viennent parce que je viens de commencer. Donc, Ouais. Là, j'ai vu Dani vous a mis de l'aspect 12 à travailler le premier chapitre, le crâne. ouais, c'est Je sais vrai pas qu'il y a si, mis ça. je sais pas si vous avez eu le temps. Ouais, je vais le faire là. Ouais, j'ai vu un peu. Bon, c'est bien si vous vous avancez, quoi, avant la rentrée, sans vous tuer non plus, mais si vous pouvez bosser un petit peu
pour arriver serein, avoir fait les premiers cours de la rentrée, c'est vrai que c'est bien. D'autres questions? Pour ma part, non. Bon. Ben, alors travaillez bien, passez une bonne Merci. journée, sans vous tuer. Merci. De rien, bonne journée. T'inquiète pas. Merci Merci. beaucoup, bonne journée. Ciao, merci. Merci. Au revoir. Axel? Oui, dis-moi. Moi, j'ai une question encore par rapport à l'organisation. Oui, Juste dis-moi. par rapport au planning, par exemple, que Dan nous avait nous proposé pour le premier quad, Ouais, c'était 2h30 par cours. Et ok. du coup, ça faisait le coup. Est-ce que là, on repart encore sur le même optique, toujours 2h30 par cours? Alors, Ou est-ce honnêtement, je pense que ça va dépendre. Parce que, par exemple, les cours de spé, tu vas devoir y passer des heures et des heures. Genre, c'est des gros cours, par exemple, je sais pas moi, les chapitres, par exemple, d'ANAT SP12 ou de SP11, c'est des chapitres, tu vas passer des heures et des heures dessus, tu vois. Par Ok. contre, un cours du E6 ou je sais pas, tu vois, un cours du E6, par exemple, tu vas passer beaucoup moins d'heures qu'un cours de spé. Ok, Donc, je pense, enfin, tu vois, il va prendre en compte ça et tu vois ce que je veux dire? ok, Tu ça vas roule, oui. passer selon les matières, ce ne sera pas forcément le même nombre d'heures. Ok, Voilà. ça roule. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.